Aujourd'hui, on vit quand même une époque très difficile, très no futur. Il y a beaucoup de clubs qui ont fermé là depuis 40 ans, mais là il y a beaucoup de clubs qui ouvrent. C'est comme des escales que nous prenons pour faire la fête, se ressourcer. On vit peut-être nos dernières heures du club tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui. Avec des milieux un peu plus hybrides, des espaces de fête mais aussi de réflexion. Il y a 2 semaines, nous recevions Yetunde, une figure montante du rap berlinois. Elle nous a parlé de son expérience avec la prise de drogue, d'alcool, dans une conduite addictive, puis plus choisie pour faire ressortir et soigner ses traumas à des fins de composition. Pour débattre des problématiques soulevées avec elle, nous recevons aujourd'hui Sama Karaki, docteur en neurosciences, tu es franco-libanaise, et tu as fondé et diriges le Social Brain Institute, SBI. Et c'est une association qui utilise les savoirs de la science cognitive pour gérer des enjeux environnementaux et sociaux. Et voilà, et tu es aussi autrice de L'empathie politique qui est paru en octobre 2024, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions J.C. Lattès. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Et à tes côtés, on a Vincent Landau, qui est professionnel de la musique, directeur d'exploitation chez Essin. C'est un club parisien pour les amateurs de techno. Et tu es aussi ancien membre de la Machine du Moulin Rouge, une salle de concert et discothèque. Avant ça, tu as été booker du côté des artistes pour qu'ils puissent être joués dans différentes salles et sur différentes scènes. Oui. Bonjour Vincent. Bonjour et merci de me recevoir. Alors Yetunde nous a raconté qu'elle a commencé à consommer de l'alcool et des drogues, donc dans son cercle privé, amoureux et amical, quand elle était à peine majeure, jusqu'à prendre conscience que c'était trop. Et elle a tout arrêté récemment. Et on avait envie de commencer cette émission en vous demandant, vous, quel est votre rapport à l'alcool et aux drogues ? Moi, je pense que mon rapport, il est assez différent de celui de Yetunde parce qu'il a commencé très jeune. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Clermont-Ferrand et il n'y a pas grand-chose à faire à Clermont-Ferrand. Et il se trouve que dès le lycée, en fait, fin du collège, début lycée, on parle d'une époque quand même un peu différente. Enfin, il y a quand même 10-15 ans, le rapport en fait par exemple à l'alcool était quand même très différent d'aujourd'hui. L'accessibilité aussi, le fait de pouvoir en acheter dans le commerce alors qu'on est mineur. Enfin, tout ça, ça a quand même beaucoup changé, mine de rien. Mais il y a 15 ans, c'était possible. Et donc, malheureusement, j'ai eu accès à un certain nombre de choses très jeunes. Et après, dès 15 ans, j'ai pu commencer à fumer autre chose que des cigarettes. Et en fait, ce rapport-là, sans dire que... Je ne suis pas forcément partisan de dire... si tu commences ça, tu vas beaucoup plus loin après. Je pense qu'il n'y a pas forcément de lien de causalité. Mais il se trouve que ça a commencé assez jeune. Et puis après, par la découverte de personnes ou de lieux, etc., j'ai vécu mes expériences pour nous. Mais c'est vrai que ça a commencé assez jeune, à partir de 15-16 ans, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Tu dirais que c'est régulier, du coup, pour toi ? Ça l'a été, ça l'est beaucoup moins. Après, on peut appeler régulier une fois tous les 6 mois, c'est déjà régulier, hein, oui. techniquement. Oui, bien sûr. Mais avec plus ou moins d'assiduité, on pourrait le dire. Mais effectivement, il y a eu des périodes avec beaucoup plus d'assiduité, des périodes avec beaucoup moins, et tout ça, c'est accompagné effectivement de ce dont on va parler aujourd'hui, de réflexion autour de mon rapport avec les différents produits et de ma découverte de ceci et de l'évolution de mon rapport avec ceci au fur et à mesure que je rencontre des personnes, que moi-même je m'en défais, que des personnes arrêtent. Et voilà. Et du coup, tout ça, ça fait évoluer mon rapport à toutes ces choses-là. Sama, de ton côté ? Alors moi, j'ai pas le courage de Vincent pour parler de ce qui a traversé ma propre personne en tant que substance. Ça fait partie des sphères très intimes et très hypocrites, si on peut le dire, de ce que je décide de révéler. Mais par contre, j'ai un rapport très proche des substances parce que j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup côtoyé dans ma sphère intime.
des personnes qui en consomment, qui en consommaient. Dans ma sphère amicale et amoureuse, j'ai beaucoup fait la fête en présence de substances. Et j'ai manipulé, en quelque sorte, avec mes propres mains, beaucoup de drogue, parce que j'ai fait 5 ans en travaillant sur la cocaïne et 3 ans en travaillant sur LSD et ergotamine. Donc, c'est un peu le sujet de ma recherche. Et je pense que ma perception des substances, ça va très loin depuis mon adolescence au Liban. Et j'avais stéréotypé les personnes qui prenaient de la drogue comme étant des personnes qui avaient le luxe de perdre le contrôle. Ma vie, elle était faite de contraintes. Et en fait, j'associais la possibilité d'en prendre à, en quelque sorte, la possibilité de laisser passer 3 jours de la vie sans se demander ce qu'il faut faire. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était du luxe. Et c'est en arrivant en France que j'ai côtoyé d'autres sphères qui n'avaient pas du tout ce privilège, au contraire, qui en consommaient d'ailleurs pour des raisons inverses. Ça veut dire parce qu'elles avaient perdu le contrôle. Et c'était pas la recherche de la perte de contrôle. Donc ça a traversé aussi ma façon de faire de la recherche sur ces sujets. Parce qu'au sein de la communauté scientifique, il y a beaucoup de stéréotypes. Donc, parce que les scientifiques viennent en général de milieux assez stables. Donc ils ont une vision assez biaisée aussi de ces questions. Donc je pense que voilà, ma perception a beaucoup évolué. Elle a encore fait aujourd'hui. Vincent, toi, du coup, est-ce que tu connais les raisons de ta consommation? Pourquoi Est-ce que c'était pour perdre le contrôle ou... Je pense qu'il y a une raison qui, une fois encore, je pense, évolue beaucoup en fonction des périodes de la vie, mais aussi on pourrait dire, d'une mode qui n'est pas forcément toujours la même. Je pense que moi, le début, ça a été pour rejoindre, on pourrait dire, un groupe social qui soit ceux qui ont expériencé quelque chose. Je pense que ça a commencé comme ça. Après, ça a été parce que c'était accessible et que c'était un moyen, comme je le disais, d'avoir une expérience, d'essayer, etc., de faire... De toute façon, je pense que à l'adolescence, c'est vraiment une période que chacun vit très différemment, mais qui est aussi une période où moi, personnellement, j'ai eu tendance à essayer de vouloir aller découvrir le monde, mon monde intérieur. Et ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de voir ce qu'il était possible de faire ou pas, sachant que c'est aussi à ce moment-là où tu commences à te faire ta propre culture, où tu écoutes ta propre musique, où tu regardes tes propres films. Et c'est vrai qu'on est quand même dans une société par l'influence... moi, je suis quand même de la génération du rap, quoi. On ne peut pas. Et le rap, c'est quand même, que ce soit le rap ou même les films américano-produits, où c'est un sujet qui est quasi omniprésent dans tous les films, etc. Ça fait partie de la pop culture. Donc, en fait, toi, tu as envie de te dire, mais où est-ce que j'en fais partie de cette pop culture? Je veux en faire partie. Comment est-ce que je peux en faire partie? Et aussi, je pense, une envie de rompre avec l'ennui. Oui, c'est ça. En fait, parce qu'il y a une envie de sortir de son cercle familial. Il y a des personnes dont je fais partie, ou par exemple, moi, dans ma famille, j'avais envie d'être dehors. Quand on a envie d'être dehors, en fait, on côtoie les gens qui sont dehors aussi avec toi. Et ces personnes-là, si elles te disent, vas-y, on fait, en fait. Voilà, simplement. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a quelque chose de, effectivement, la construction, identitaire, recherche de limites. Et l'ennui, j'ai l'impression que c'est un sujet qui... tu parlais de paradoxe, de point de vue, effectivement, les personnes bourgeoises, les personnes peut-être qui ne le sont pas, qui vivent qui n'ont pas le choix, en fait. Et il y a aussi ce stéréotype de Paris, la grande ville où tu fais la fête et où tu prends des drogues, mais en fait, non. Ça se passe aussi dans des endroits où, justement, il n'y a pas toute cette ébullition, excitation, émulation. Dans le milieu ouvrier, très dur, l'ennui, s'évader, avoir des moments sociaux très forts qui sont une forme de solidarité de classe.
qui vont passer par boire un coup entre nous, etc. Ouais. Et sans forcément faire partie de ce milieu ouvrier vraiment dur, au sens qui vient avec de la précarité, etc. Le fait de faire partie d'une petite ville où il n'y a pas grand-chose, où les cercles sociaux sont très restreints, et pour en fait donner du corps à ces moments sociaux dans des milieux très restreints, on va les faire accompagner d'un certain nombre de choses, comme celle de boire des coups. Surtout que nous, pour le coup, comme je le disais, à Clermont-Ferrand, en 2008, 2009, 2010, en fait, tout le monde boit des coups, c'est complètement OK. T'as 14 ans, t'es au bar, mettre ta carte d'identité, en fait. C'est normalisé, banalisé. En tout cas, on ne se pose pas la question de savoir si c'est normal ou pas. Ça fait partie du paysage, il n'y a que ça à faire. On est dans une petite ville, il y a des cafés, il y a des bars, il y a des usines, il y a les trucs. Voilà quoi. Je pense que le piège serait de chercher une cause unique et de passer à côté du fait que c'est une expérience très subjective. Il y a des raisons de recherche d'une substance psychoactive. Ce n'est pas la même chose que de chercher une substance relaxante, de se distraire. Des fois, c'est de rentrer dans une forme d'ennui aussi. Donc, Par contre, s'il y a un élément qui, en grande majorité, accompagne en quelque sorte d'ailleurs l'expérimentation adolescente, c'est contre-intuitif parce qu'on pense que utiliser des drogues, c'est anticonformiste. Or, en fait, souvent, c'est l'inverse. Ça veut dire c'est se conformer à ce qui, à cet âge-là, paraît comme le cercle d'appartenance qu'on désire. Complètement. Mais d'ailleurs, on l'entend dans l'épisode que vous avez enregistré, que c'est lié aux personnes avec qui elle partageait une vie amoureuse. Tout à fait. Parce qu'en fait, nous avons une sorte de sociomètre qui, en quelque sorte, nous valide, nous récompense. Quand on construit des liens et qui nous, en quelque sorte, qui nous envoie des conséquences négatives quand on menace les liens que nous désirons. Donc, appartenir à une sphère qui nous paraît disruptive, qui nous paraît alternative, en fait, c'est une conformité sociale. Et en étant adolescent, se conformer à ses parents, vraiment, c'est la dernière chose. C'est au contraire, c'est être anticonformiste, de trouver que... Et en fait, finalement, la prise de risque qui est prise à l'adolescence, elle est aussi liée à des raisons développementales, qui est d'ailleurs très utile pour la survie de notre espèce. C'est qu'à cette période de la vie, on pousse un peu les limites pour explorer le monde autrement. Mais j'appelle ça prise de risque parce que le risque est toujours calculé. Et une fois, quelqu'un m'a dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus que les ados, ils prennent des risques de mort? Je dis, en fait, c'est pas vrai. Sinon, il y aurait beaucoup plus d'ados morts, en fait. Bien sûr. En fait, les risques sont souvent... En fait, on est beaucoup plus rationnel qu'on le pense. Et en fait, les ados prennent des risques en regardant d'abord ce qui arrive à l'autre. Donc, c'est aussi... Enfin, pour dire que c'est une sphère qui est assez conformiste, en fait, finalement. Et cet aspect de la rébellion, c'est une perception du réel, mais c'est souvent une illusion. Il y a France Addict qui définit l'addiction par la perte de la liberté de s'abstenir. Il parle de rituels, de désirs obsessionnels, etc., etc. Comment est-ce qu'on développe une addiction ? Comme on développe n'importe quel apprentissage. C'est un apprentissage, l'addiction. C'est un système nerveux autonome qui prend en charge, en quelque sorte, beaucoup de choses que nous faisons, comme respirer, et aussi tout ce qu'on nous apprenons. Et ce qui est fascinant, c'est que ça veut dire que je sais qu'à un moment donné, je vais savoir que tu t'appelles Vincent comme je respire, en quelque sorte. C'est pour ça que consommer, je sais pas, la nicotine, par exemple, la première fois, je vais pas l'automatiser. Mais au bout d'un moment, c'est comme si notre cognition, elle dit « Ok, c'est bon, j'ai compris que si tu revisites cette substance plusieurs fois, il y a un changement physiologique qui va se produire. Ça veut dire que tu vas commencer à vouloir la nicotine comme vouloir l'oxygène. » Et donc, c'est très important d'ailleurs de ne pas parler d'addiction. Comme ça, on dit addiction aux écrans. C'est pas vrai, il n'y a pas d'addiction aux écrans. C'est juste qu'on s'ennuie. Et donc, l'écran, il est plus amusant peut-être que des interactions sociales. Mais si on est en train de passer un bon moment, on oublie l'écran. L'addiction, c'est autre chose. L'addiction, c'est que c'est tellement
passer dans le système physiologique cet apprentissage et cette habitude, que s'en priver, c'est comme si je me prive d'un besoin vital. Ouais. Et d'ailleurs, le désir de fumer, c'est un peu comme le désir de... C'est comme si l'appétit. Ouais. Mais ça ne vient pas parce qu'on a fumé 1 ou 2 fois, ça vient au bout d'une accumulation, d'un renforcement positif. En quelque sorte, ça veut dire que quelque chose qui vient comme une récompense suite à ce comportement. Et voilà, c'est comme ça que se crée l'addiction. Alors, c'est très variable entre les substances. Il y a des substances dont le renforcement est très fort. Donc, c'est un peu comme tomber amoureux. En quelque sorte, ça veut dire que vous allez vous rappeler de beaucoup de détails du visage de cette personne parce que votre cognition lui a donné une valeur très importante. Je dis, je n'ai pas besoin de repasser plein de fois, comparé à une personne que vous oubliez parce que le cerveau, il dit, je ne vais rien apprendre de cette personne. Voilà, donc vous voyez un peu qu'il y a des substances et aussi, bien sûr, il faut rajouter à cela qu'il y a des prédispositions. On allait vous demander des questions. Voilà, parce que, je ne sais pas si on va venir après, mais quand tu parles d'une substance, on parle de la sensibilisation à la substance. Ça veut dire au bout de quel moment, de quelle quantité et de quelle fréquence de prise, on va vouloir plus pour avoir le même effet. Et donc, ça veut dire que c'est comme si on s'est adapté. Donc, on a un nouveau seuil. Et en fait, donc, cette sensibilisation, par exemple, moi, je travaillais pendant 5 ans sur le lien avec les profils dépressifs et anxieux. Est-ce que ça modifie le profil de sensibilisation ? Et alors ? Et bien sûr, c'était des modèles animaux. Et donc, il faut toujours déjà rappeler que c'était une période noire dans ma vie, mais aussi que on ne peut pas passer de l'animal à l'humain. Donc, c'est très compliqué. Mais bien sûr, après, il y a d'autres phases de la recherche qui ont le modèle humain comme pour analyser ça. Mais le phénomène, il est tout à fait le même que les profils anxieux, en tout cas que nous rendions anxieuses par des mutations génétiques, avaient une sensibilisation accrue à la cocaïne. Alors, pour une raison très simple, qui est physiologiquement, nous avons des modifications des récepteurs liés au stress, parce que le stress est extrêmement central dans les réponses immunitaires et les réponses liées à l'addiction. Mais on peut aussi, d'une manière, enfin, si on veut faire une analyse psychophysiologique, c'est que les drogues, c'est une forme de distraction. Et tout ce qui est anxiolytique fonctionne comme une distraction. C'est un passage à autre chose. Que ça soit l'ennui, que ça soit se distraire de soi-même, se distraire du réel, et d'ailleurs c'est peut-être aussi le lien avec la création, peut venir après, mais la distraction, c'est dans le sens diverger, en quelque sorte. Et quand on est anxieux, enfin, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un est en crise d'angoisse ? On lui pose des questions pour qu'il passe à autre chose. Et donc c'est en ça que la substance, on devient plus un peu attiré par l'effet qui nous permet de nous distraire, de nous divertir. Même la question de se divertir, c'est aussi de passer à autre chose. Et est-ce qu'il y a une hérédité ? Alors, quand on parle de prédisposition génétique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est présent dans notre construction génétique, sachant qu'il faut se méfier aussi de tout ce qu'on la pseudoscience qui accompagne ces questions, avec l'idée, par exemple, d'une épigénétique parce que ma mère, elle a vécu ça, donc j'ai ça dans mes gènes. En tout cas, il n'y a pas de fondement scientifique à ces idées. En revanche, un stress vécu dans la vie intra-utérine, par exemple, peut affecter la sensibilité. Et en fait, tout simplement, d'ailleurs, ce que moi je trouve intéressant, c'est que si, par exemple, on dit à une prédisposition à l'alcool, mais que vous êtes dans une culture où l'alcool n'est pas présent, vous n'allez pas du tout exprimer. C'est-à-dire, ce n'est pas un déterminisme. Oui, c'est important de le préciser. Et voilà, donc ce n'est pas un déterminisme. C'est ce que je vous-entendais par hérédité. Parce qu'en fait, il faut aussi que la drogue soit disponible. Après, on peut être prédisposé à la sensibilisation aux substances. Ça veut dire que nous avons un système de récompense un peu hypersensible. Mais ça peut s'exprimer dans la vie de diverses façons. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être autre chose, ça peut être des écrans. Ça peut être les gens. Les gens, oui. Ça tâche. Et toi, Vincent, est-ce que tu as fait l'expérience d'une conduite addictive ? Oui. En fait,
je pense que ce qui est... Bon, j'adore t'écouter. C'est passionnant. On est nombreux. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, justement, moi, c'est ce que je dis beaucoup quand j'en parle avec mes amis, c'est que pour moi, l'addiction est éminemment différente pour chacun et chacune, et surtout qu'elle n'est pas déterminée par la quantité de produits qu'on prend. Et c'est pour ça que c'est hyper important de le dire. En fait, on se comparera toujours à quelqu'un d'autre, en général. Et c'est un peu ce qu'on disait quand on parlait de l'adolescent qui se compare et qui prend un risque mesuré eu égard à ce que quelqu'un d'autre a expériencé. En fait, ce qu'on a beaucoup tendance à faire, c'est se comparer pour savoir où on en est soi-même, évidemment, puisqu'on a besoin d'un référentiel pour savoir où on se situe. Le truc, c'est que c'est un peu dangereux de faire ça, puisqu'il y aura toujours pire que soi. Oui. Enfin, pire. Oui. Parce qu'on est obligé, nous... plus, parce qu'on est obligé, nous, de on a une tendance à se rassurer, puisque le pire, c'est la panique. Donc, en fait, on a une tendance naturelle à se comparer à pire que soi pour se rassurer et rationaliser sa consommation. Et c'est pour ça que quand j'en parle autour de moi, je dis beaucoup aux gens, mais en fait, l'important, c'est le rapport que tu as à la chose elle-même et non pas la quantité que tu prends, puisqu'il y a des personnes qui sont capables encore une fois, de rationaliser le rapport et de dire, en fait, je pense que en ce moment, je vais bien et je suis capable, comme tu le disais dans la définition qui, je trouvais assez bonne, même si elle est succincte, de l'addiction, de dire, même si je prends beaucoup, je pense être complètement capable de faire 100. Et si demain, je n'ai pas, it's okay, it's fine. Et en même temps, il y a des personnes qui, même en consommant très peu, vont se rendre compte qu'intérieurement, ça leur pose un problème de se dire « Ouh là là, mais en fait, est-ce que je ne suis pas en train de perdre les pédales? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre la maîtrise de… » Et du coup, la limite, elle est très différente d'une personne à l'autre. Elle est très différente de ton état psychologique à l'instant T. Y a des périodes de ta vie où tu peux beaucoup plus consommer et avoir un rapport très sain, je pense. Ou dire, en fait, voilà, c'est une période où je me sens hyper bien. Ça peut être des périodes très longues, ça peut être des périodes très courtes. Par exemple, ça peut être des vacances, quoi. Où tu peux te dire, là, je ne ressens pas de pression sociale, je ne me mets pas de pression. Donc, j'ai un rapport que j'estime être sain et je me l'accorde. Et en même temps, des périodes qui peuvent être très stressantes ou des périodes de renfermement sur soi-même ou d'angoisse, où là, même une petite quantité va nous donner l'impression, le sentiment de ne pas réussir à faire 100 parce qu'on se dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Et est-ce que tu as développé des troubles à l'usage? Est-ce que ça a impacté ta santé physique, mentale à un moment donné? Ça dépend du produit. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la cigarette, si on prend de quelque chose qui est pas extrêmement psychoactif, mais qui l'est quand même un peu. Il y a des périodes où j'ai beaucoup plus consommé que d'autres. Pareil, on consommait en étant adolescent. J'ai énormément fumé quand j'étais au lycée. Après, j'ai presque arrêté. Il y a des périodes où j'ai repris. Sur l'alcool, je pense avoir eu la chance de ne jamais avoir eu de conduite addictive au sens où j'ai réussi à ne jamais me dire si je n'ai pas, c'est la panique. Et après, sur les autres produits, j'ai consommé de la weed tous les jours pendant une très longue période. Mais j'ai pu arrêter du jour au lendemain. Et j'ai switché. Je me suis dit, en fait, là, je me rends compte que ça ne me convient plus. J'ai arrêté. Et j'ai pu jamais retoucher. Et je me suis jamais dit, ça me manque. J'ai dit, en fait, là, c'est la fin d'une période. J'ai fait mon expérience, je suis arrivé au bout du truc, je me rends compte que ça me donne moins que ça me prend. J'arrête et c'est bon. Et après, sur les autres choses, malheureusement, il y a eu des périodes où il y a eu des consommations qui étaient... maintenant que je les regarde avec du recul, que je considère comme étant à risque, clairement. Et au-delà même de l'addiction elle-même. Il y a l'addiction, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir faire sans, et il y a en plus le fait que le produit te fasse prendre des risques pour ta santé. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis rétrospectivement, c'est un peu trash ce que je vais dire, mais je me dis, mais en fait, j'ai failli claquer, quoi. Ok. J'aurais pu claquer. C'est juste qu'à l'époque, ton
ça rejoint aussi ce que tu exprimais sur les paliers. En fait, comme les paliers, tu les passes petit à petit. En fait, ton corps, il encaisse, parce que ton corps est une machine merveilleuse qui s'habitue à peu près à tout. Et il en veut toujours plus. Il en veut toujours plus, mais même il s'habitue à tout. En fait, je pense, et c'est aussi pour ça que c'est hyper important de ne pas se comparer à autrui quand on voit sa conduite addictive. Parce qu'en fait, il faut quand même se rendre compte d'un truc qui est important, c'est qu'en fait, quand tu consommes du produit de manière régulière, si tu donnes ce que tu consommes à quelqu'un qui n'a jamais consommé, là, tu vas te rendre compte que tu as un gros problème, quoi. Moi qui suis responsable de la safety dans mon club, je prends beaucoup en charge des personnes qui sont sous l'emprise de produits. Et je leur dis beaucoup, tu sais, tous les vendredis ne se valent pas. En fait, ce que tu as appris la semaine dernière, tu vas penser pouvoir prendre la même chose. Tu vas te dire, c'est OK, je me connais, je sais que c'est une habitude. Sauf qu'en fait... peut-être que dans ta semaine, il s'est passé des choses. Peut-être que tout ce que ton état psychologique, ce que tu as mangé au petit déjeuner, les discussions que tu as eues juste avant, la discussion de ton état psychologique, ta fatigue, tu t'en rends pas forcément compte parce qu'on est dans une ville où tu vas tout droit tout le temps. Mais en fait, tous les jours ne se valent pas et il y a peut-être un jour où tu vas beaucoup moins bien réagir que d'autres. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça que c'est important. Et moi, j'ai beaucoup un discours de ne pas les culpabiliser. Parce que les gens sont très souvent en mode, je suis désolé, ça m'arrive jamais, d'habitude, truc. Je dis, mais en fait, ouais, peut-être que tu as l'habitude, mais c'est important de ne pas se dire, j'ai l'habitude, donc je peux me permettre de toujours plus. Ça peut aussi te permettre de te dire, bah, peut-être qu'il faut que je mette un holà, parce que manifestement, c'est jamais comme d'habitude. Et c'est marrant, tu parles d'habitude. Il y a les habitudes, effectivement, qui sont liées à tout un chacun, chacune, de consommation, d'habitudes individuelles. Et il y a aussi une sorte d'habitude collective, culturelle. T'en parlais tout à l'heure. À 14 ans, t'es au bar et c'est normal. Et en France, on a quand même cette espèce de culture, en tout cas par rapport à l'alcool et au verre de vin. Alors, ça tend à changer doucement ces dernières années, mais globalement, tu bois un verre de vin au repas, c'est OK. Et depuis qu'on est petit, on a toujours entendu ce truc. Il y a même des mythes qui disent que c'est bon pour la santé, etc. On grandit avec ce truc. Il y a aussi cette question de la sociabilisation dont on a parlé ensemble tout à l'heure. Et en fait, c'est drôle parce que dans les études récemment, on observe une baisse en France de la consommation d'alcool, surtout chez les jeunes d'ailleurs. Et paradoxalement, il y a une augmentation du nombre d'hospitalisations. Et au niveau des drogues, c'est différent. Il y a plutôt une augmentation de la consommation de drogue et notamment de drogues dures. Et on a l'impression aujourd'hui qu'elles sont perçues un peu comme moins dangereuses, plus démocratisées, démocratiques. On dit que que la cocaïne est perçue comme familière. Et en 2023, il y avait plus d'1 million de personnes du coup, qui avaient pris au moins une fois. Selon l'Observatoire français des drogues. Ouais, un chiffre qui a doublé en un an du coup. Et c'est ça, et ça a doublé en un an. Alors moi, je me méfie des études qui vont dire un chiffre, il y a une augmentation, il y a une diminution, il y a un changement, parce qu'il y a le prisme de classe et le prisme géographique qui fausse toutes ces données. Donc il y a beaucoup de facteurs confondants qui expliquent des phénomènes. Le fait, par exemple, que les jeunes boivent moins d'alcool ou consomment ne correspond pas du tout à la réalité de beaucoup de zones. Donc, en fait, des fois, on reste dans une forme d'entre-soi, de lycée dans les beaux quartiers parisiens qui ont envie de faire autre chose que ce qui est véhiculé dans les années 90. Chose qui peut être intéressante, mais qui n'est pas pour autant une décision délibérée. Donc, en fait, voilà, en fait, il y a une consommation d'autres formes de substances. Il y a la question de la disponibilité aussi. Donc la disponibilité qui d'ailleurs joue un rôle sur, par exemple, la présence de l'alcool dans les bars ou dans les foyers, ou la présence de l'AC dans certaines sphères, dans certains métiers, dans certaines... Donc en fait, ce qu'on appelle le biais de disponibilité, c'est-à-dire que le cerveau considère normal ce qui est présent à une fréquence dans son univers culturel et pas nécessairement physique. C'est au-delà de l'individu. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large et du coup qui ridiculise en quelque sorte la notion de liberté, parce que quand on communique avec des personnes qui consomment, et je l'ai vécu d'une manière très, très, très proche,
il y a toujours cette illusion d'être en contrôle de la situation et d'être en discernement. Ouais. En fait, avant même de dépasser les paliers, notre santé mentale ne nous appartient pas. Et en fait, on n'est pas en mesure de lire aujourd'hui comment je suis. C'est-à-dire que, tu vois, quand on voit quelqu'un qui s'en est sorti aussi, surtout, moi je trouve que la parole peut être des fois énervante, parce que c'est des personnes qui vont s'exprimer comme si eux et elles avaient eu ce discernement. En fait, tout c'est du hasard. Ouais. C'est du hasard. Un jour, je me suis dit, non mais là, je sais que j'en suis plus là. Ou que... En fait, non. On est beaucoup moins libre qu'on l'imagine et on est beaucoup moins en capacité de discernement qu'on l'imagine, avant même de savoir telle quantité de telle substance, qu'est-ce que ça va me faire aujourd'hui. Mais qui est en mesure... Moi, des fois, je bois un verre de trop de café et je suis en train de trembler toute la journée. Moi aussi, Alors qu'en fait... en fait, on n'est pas du tout aussi, on n'est pas du tout libre qu'on pense. Et c'est intéressant la phrase que tu as dit, Thérèse, c'est-à-dire que c'est quoi en fait si je veux définir la liberté dans le de l'addiction, c'est prendre la drogue, c'est suivre. C'est être en fait, en quelque sorte, pas libre du tout, parce que c'est ce qui est le plus automatique. Oui. Alors qu'en fait, justement, quand elle est pensée comme une liberté, alors que la liberté, c'est de penser contre soi, en fait. C'est de faire quelque chose qui est complètement. Après, est-ce que la liberté, c'est un concept intéressant ? Je ne sais pas. Oui. C'est savoir où on la positionne comme un homme, mais je vais aller contre. Après, voilà, des fois, c'est bien aussi d'aller avec. Il y a un autre neuroscientifique qui s'appelle Albert Mukaiber. Oui. J'aime beaucoup cette image qui avait dit une fois, les moutons, c'est bien aussi. Enfin, moi, je trouve que la conformité sociale, on la questionne beaucoup, mais c'est pas qu'on en a besoin, c'est qu'aussi des fois c'est très beau. C'est très beau de faire pareil. Enfin, des fois 100 personnes qui font le même geste. Je trouve ça très beau. Oui, c'est vrai. On l'oublie, on s'est connecté négativement en fait. Chez nous en tout cas. Se faire corps, s'habiller pareil. C'est comme le terme de communauté. En fait, ça me fait penser à ça. Communauté aujourd'hui, c'est péjoratif alors que c'est plutôt joli. Oui, et ça nous aide à nous comprendre. Bien sûr. D'avoir en fait, là, on est en train de parler une langue sur laquelle on s'est conformé. Mais le deuxième point qui peut être aussi une illusion, c'est que on fait toujours les choses qui sont bonnes pour soi. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes attachés à cette idée. Or, des fois, on est d'une façon délibérée en train de chercher à s'autodétruire. Tout à fait. Et ça, je pense peut-être qu'on va arriver à la création, parce qu'il y a aussi un accompagnement du mythe de la création et du mythe qui est aussi dans le monde de la fête et dans le monde que la santé du corps, c'est ennuyeux. Et même la santé de notre vie sociale, c'est ennuyeux. Et en quelque sorte, vivre des expériences, c'est se battre avec soi-même, ce qui est intéressant aussi, parce que pourquoi ce serait sacré ce que nous sommes naturellement aussi. On peut se poser ces questions. C'est-à-dire que oui, j'ai ce corps naturellement, et pourquoi ce serait sacré de le soigner. Enfin, il faut aussi, tu vois, moi, l'hygiénisme, c'est aussi un rapport tordu. Oui, c'est une autre névrose. De toute façon, on va mourir. Et notre névrose, justement. Mais on suppose que, je vais arrêter quand je vais me rendre compte que ça me fait mal. Mais en fait, il faut aussi dire que dans beaucoup de cas, on le fait parce qu'on cherche à se faire mal. Tout à fait. Ou on cherche à la limite de la seule chose que nous possédons, qui est ce corps. Et donc peut-être on retourne une certaine violence sociale contre soi-même aussi. Et donc voilà, moi je dis ça parce que dans les discours de personnes qui s'abstiennent ou qui donnent des leçons ou que ça, des fois il y a cette illusion que on est libre, et que on est tous d'accord sur le fait que quand je sens que je perds les pédales, je vais m'arrêter. Alors que des fois, on est en recherche active de perte de pédales, parce que, pour revenir au prisme socio-économique, parce qu'on est invité à se détester, parce que tout le système le fait pour nous. Et c'est intéressant, cette notion de liberté, en fait, ça résonne vraiment avec le témoignage de Yetunde. Elle raconte avoir fait l'usage des drogues à des fins de composition, pour instrumentaliser son inconscient, si j'ose dire, questionner les thématiques de son nouvel album. Et donc, du coup, tu parlais du mythe de la création. Est-ce qu'un artiste doit vraiment se droguer
pour être plus créatif. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation de facilité là-dedans? Et aussi, en plus, elle dit un truc qui, moi, m'a un peu questionnée. En fait, elle dit qu'elle a une consommation consciente, assez safe, enfin toujours dans ce truc à des fins de composition. Presque scientifique. Ouais, c'est ça, il y a une posologie, elle regarde la composition, enfin... Je trouve ça assez fou, mais à un moment donné, est-ce que ça reste pas hyper dangereux, en fait? La création demande une danse entre les contraintes et la part du contrôle. Ça veut dire que je perds le contrôle, j'expérimente quelque chose, ça va très vite. C'est pas... Et puis je reviens, je pose la contrainte de la faisabilité, par exemple, du temps. Ou des fois, la contrainte est en train de me dire, non mais en fait, j'ai déjà vu ça ailleurs, je suis en train de créer. Donc c'est une danse entre l'incertitude et la certitude. Et pour être confortable avec ce processus de pensée divergente et puis en fait, en quelque sorte, voir ce que ça donne, donc qui est un cycle, la drogue peut faire en quelque sorte qu'on a moins de contraintes de représentation sociale. Sur ça, on dit, cette chose de danser comme si personne ne regarde. Oui. Pourquoi ? Parce que la représentation sociale est une contrainte qui est intéressante. Ça, c'est si je ne parle pas de la même façon toute seule et avec vous. Oui. On rigole pas de la même façon non plus, on ne mange pas de la même façon. Ouais. Mais c'est très intéressant. On n'a pas les mêmes intonations. On est des... Moi, j'observe beaucoup ça dans les bibliothèques parce que je travaille dans les bibliothèques et j'observe des fois quelqu'un qui rigole devant son écran. Et je me dis, mais tu ferais ça tout seul ? Tu vois, enfin, je sais pas, je me pose la question. Et en fait, parce que nous sommes une espèce sociale, socio-émotionnelle, et du coup, les drogues peuvent diminuer, ou en tout cas altérer, la représentation sociale. Donc, ce qui fait que la contrainte de l'autre, elle devient différente. Et donc, bien sûr, que le processus créatif va être altéré. Et qu'est-ce que c'est le processus créatif, si ce n'est une altération de la norme ? Parce que c'est ça la définition de la création. Ça ne se limite pas d'ailleurs à l'artiste. C'est l'usage de la langue, c'est l'usage de la mode, c'est comment on s'habille, comment on vit, comment on vit notre quotidien aussi. Peut être à chaque fois que je diverge de la norme, donc c'est une altération de la norme. Et donc comme la substance peut faire ça, alors c'est intéressant parce que tu dis facile, parce que aussi c'est notre mythe, que la création doit être torturée. Mais clairement. Mais pourquoi pas ? Ça devient facile. Et mais oui, il est possible que ça passe par ce phénomène qui peut être provoqué sans substance. C'est le fait de se dire, j'en ai rien à faire de regard des autres pendant un moment. Et puis après, je le prends en considération. Et c'est ça qui fait la création. Mais la substance, peut faire ça. Et en plus, c'est drôle parce que chez les artistes, il y a vraiment cette espèce de dichotomie. Tu as besoin à la fois d'être vraiment solo pour être la plus proche de toi-même dans ta création, et en même temps, tout ce que tu recherches, c'est l'autre. Oui, mais c'est l'universalité, c'est ça. C'est vraiment l'aller-retour. Voilà, justement, c'est vraiment un aller-retour, mais on a besoin de cette solitude. Exactement. Mais après, la contrainte de ce que ça donne, sinon, fais-le chez toi. Voilà. Mais oui, donc en fait, la substance, elle peut faciliter ce processus. Les autres peuvent le faciliter. Des expériences personnelles, vivre un chagrin peut des fois aussi changer la perception que nous avons du regard des autres. Donc voilà. Donc en fait, la substance, des fois, elle produit des phénomènes complètement autres. Et des fois, elle produit quelque chose qu'on connaît. Qu'on connaît, que j'ai déjà vécu, et ça va juste le créer d'une manière rapide. Oui, une sorte de réminiscence en accéléré, quoi. Par contre, il y a des drogues hallucinogènes qui nous envoient à des endroits qui sont différents. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça renvoie au lien entre certains troubles psychiatriques et la création. Parce qu'on dit, est-ce qu'il y a, par exemple, un lien entre la bipolarité et la création ? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont bipolaires. Alors, il n'y a pas un lien, parce qu'il n'y a pas de gène de la créativité, mais par contre, peut-être que le lien serait dans le fait de vivre le monde d'une manière autre. Parce que quand on a un trouble psychiatrique, donc on n'est pas dans une forme de normativité, donc on va vivre le monde d'une manière différente. Et c'est ça qui va faire que... créatif, entre guillemets. C'est juste ta vision de la vie qui est différente. Qui n'est pas conforme. C'est ça. D'ailleurs, maintenant, les gens l'utilisent vachement au boulot. Enfin, on entend toutes ces entreprises dans la Silicon Valley qui font prendre des microdoses de LSD, etc., pour que les gens pensent différemment. Est-ce que dans le milieu de la nuit, c'est quelque chose qui est utilisé pour ça ? Pas forcément. Est-ce que c'est pour développer d'autres compétences qui ne sont pas de l'ordre de la création, je veux dire...
musicale, mais une façon différente de travailler, d'interagir avec les gens, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'interactions avec les gens. Je pense que c'est un rapport qui est assez particulier au milieu de la musique de scène. Parce que je pense que quand tu fais de la musique de film, t'as pas ce même rapport au rendu de ta création. Tu verras pas les gens dans la salle. Enfin, sauf le jour de ta première où tu verras la réaction. Et encore, on parle peu de la musique de film en général. Ouais. Mais quand tu fais de la musique de scène, et c'est un des trucs qui me concerne moi, mais qui concerne aussi, à mon avis, les artistes à des moments dans leur carrière, tu te poses la question de, en fait, comment ils réagissent les gens par rapport à la musique que je suis en train de donner. Et tu as un besoin de créer du lien, sachant qu'il y a toute une réflexion dans la scène musicale, club, mais autre aussi, de la distance par rapport au public, de là où tu te mets. C'est-à-dire, est-ce que quand tu es dans ta cabine, tu es connecté à ton public, quand tu es dans un festival et que tu es à 50 mètres de la première personne qui danse, est-ce que tu comprends ce qui est vraiment en train de se passer pour elle? La question se pose. Est-ce que tu es simplement dans un... Tu délivres quelque chose, mais sans rien prendre en retour? Et je pense que pour des artistes, le fait de chercher une forme d'altération au moment de la délivrance de ce qu'ils donnent peut permettre de se rapprocher de l'expérience de leur public. Parce que malheureusement, ou heureusement, je n'ai pas à juger, mais le public est sous l'emprise de quoi que ce soit. Enfin, il y a très peu de gens qui ne sont pas, ne serait-ce que sous l'emprise de l'alcool dans un milieu festif tel qu'un club. C'est même le fonds de commerce. Donc. Oui, on va en parler. Et du coup, je pense que pour certains artistes, à un moment, ça peut être un moyen de se rapprocher, de toucher du doigt un peu ce que doit ressentir le public, dans un sens d'être dans une forme de communion, d'uniformité, en fait d'être à la fois, en fait de vivre sa musique c'est la comme connexion, la personne en face de toi la vie. Et en même temps, je pense qu'il y a un moment où la professionnalisation, enfin après, en fait chaque artiste c'est hyper différent. Il y a des artistes qui très tôt vont considérer que c'est hyper important dans leur processus créatif et dans la délivrance de leur prestation. Il faut le faire sobre parce que, dans un sens, c'est comme ça que je l'ai créé, donc c'est comme ça que je dois la délivrer. Parce que c'est pas en altérant. En fait, il y a altération. Donc, en fait, je vais altérer ce que j'ai créé dans la délivrance et donc, c'est pas forcément ce que j'ai envie de donner. Par contre, je pense que... il y a 1000 choses. Il y a le track, il y a, comme on l'a dit, parce que le public, lui, va danser, et il y a, comme on disait, le fait de danser sans prendre en compte le regard des autres. Mais en fait, quand tu es sur ton deck et que tu lèves les yeux... Oui, tu as 1000 regards sur toi, démerde-toi avec ça, quoi. Tu as tellement de pouvoir, c'est un truc de fou. Enfin, c'est-à-dire, tu cuts le son, tu coupes la soirée. Et quand tu la remets, on fait « Ah !» Et du coup, tu te dis... C'est la chanson de Catherine. Mais du coup, j'ai intérêt à me sentir bien, parce que, en fait, j'ai intérêt dans un sens, à faire abstraction. Et je pense que c'est un jeu de faire abstraction, d'être complètement conscient du pouvoir que j'ai. Et c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais. C'est pour ça que je fais c'est aussi une envie d'avoir le pouvoir. Et en même temps, faire abstraction de ce pouvoir-là, parce que si tu prends vraiment conscience de l'importance que tu as à ce moment-là, c'est la panique, quoi. Et je pense que cette recherche de juste milieu entre l'empouvoirment d'être la personne sur laquelle les regards sont posés et en même temps devoir se soustraire à ces regards-là pour être soi-même et donner ce qu'on a à donner, et ben parfois la substance, elle peut aider, en tout cas pour certains ou certaines, elle peut essayer de mieux retrouver ce juste milieu. Ça peut pas forcément être de prendre énormément, mais ça peut juste être un verre, en se disant, ok, ça va m'aider à juste... me détendre un peu. À me détendre un peu, et à dès que je commence, me retrouver justement dans ce middle, être au milieu et à aider. Après, moi, je constate, et c'est pour ça que je pense que c'est important de faire attention dans les études où on dit la cocaïne prend une place énorme. Je trouve que dans le milieu artistique que je côtoie, les gens sont de plus en plus conscients et conscientes du risque, de ce que ça coûte, et aussi de ce qu'ils ont envie d'être en tant qu'artistes. Je pense que c'est moi, en tout cas, dans une scène où pourtant c'est omniprésent, il y a beaucoup d'artistes qui font très très attention. Genre vraiment très attention. Et tu parles de pouvoir, j'aimerais, avant d'aborder toutes ces questions vraiment propres au milieu de l'industrie et des salles, en fait, Yetunde, elle nous dit aussi, elle parle en fait de l'aura de l'artiste qu'elle peut avoir, et donc qui rayonne
donc sur les gens qu'elle côtoie. Et en fait, comment elle peut devenir à un moment donné une mauvaise influence en fait parce que les gens se comparent, et donc effectivement dans la prise de drogue ou de substances, d'alcool. Et donc il y a aussi un peu la question de la responsabilité en fait. Je pense que c'est important pour les artistes de pas forcément se mettre la pression, de dire en fait c'est pas parce que je dis quelque chose que je suis pas gourou de secte quoi. Bien sûr. En fait, je suis en train de délivrer une performance, j'ai envie de parler d'un fait social qui peut être celui de la drogue, ou de la consommation d'alcool ou quoi aux caisses. Par contre, en parlant, je n'incite pas. En fait, je suis témoin d'un fait social. That's all. C'est ça. Et elle, ça lui faisait peur, en fait, de se retrouver confrontée. Mais moi, je trouve que ce qui est terrible, c'est bien plus, et c'est souvent ce que je dis aux gens, en fait, la personne qui consomme, c'est pas l'artiste, hein, c'est tous ses potes. Souvent... c'est pas le problème qu'on va avoir moi quand je gère c'est l'entourage. En fait, celui qui consomme, celui ou celle qui consomme le plus, c'est jamais l'artiste en général. C'est tous ses potes autour. Ça, moi j'atteste en tout cas. Enfin, je suis abstem depuis des années et pour le coup, je fais partie des artistes qui ont envie d'être en pleine conscience dans mon corps tel qu'il est, sans rien, sobre. Sur scène, et j'ai besoin aussi d'être extrêmement concentrée pour avoir la sensation de délivrer au mieux ce que j'ai à délivrer. Et effectivement, j'ai observé pendant des années que c'était plus autour de moi que ça prenait soit une bière, soit ceci, soit une trace, l'entourage professionnel et tout et tout. Et et ça fait tomber un petit peu ce truc parce que à la fois c'est, je pense, une prise de conscience du soin qui arrive aujourd'hui. Peut-être qu'on sort justement de cette injonction à prendre de la drogue, et peut-être que moi j'essaie d'être une nouvelle punk en prenant rien. Enfin, peut-être que j'essaie d'être anticonformiste à ma façon, dans l'autre sens. Pour le coup, pour ma santé, c'est mieux. Mais je me pose vraiment cette question de la responsabilité, de l'exemplarité quand on est artiste, parce que le but de ce podcast, vraiment, en parlant justement des problèmes que tous les artistes peuvent avoir, c'est de désacraliser le statut de l'artiste. Malgré tout, on constate quand même cette espèce d'aura. Il y a ce truc un peu contradictoire. Est-ce que les artistes peuvent vraiment être exempts de responsabilités qu'ils n'ont pas voulu, mais dans la société? Est-ce que, quoi qu'on en pense, du fait que les populations, que les gens ont besoin de croire à quelque chose, qu'aujourd'hui il y a un déclin des religions, etc., il n'y a pas cette espèce de piédestalisation et d'iconisation des artistes, quoi qu'il. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Où une artiste est adulée, en fait. C'est vrai qu'il y a des fans, on parle de fans. Bien sûr. Ah oui, on parle pas de public. Enfin, moi, cette idée de on a besoin de croire à quelque chose ou à quelqu'un, je ne sais pas à quel point c'est vrai. On peut très bien s'en sortir avec une vision qui est très claire du monde et qui garde sa poésie et sa beauté. Mais la célébrité, c'est un concept très récent de l'histoire, qui est le culte de la personnalité, c'en est un autre. Donc, je pense que moi, il y a tous les artistes que j'aime, je m'intéresse pas à leur vie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'on arrive à faire cette différenciation parce que aujourd'hui, le culte de l'auteur et du génie qui peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il est auteur et génie, ça a mené aussi à tous les débats actuels que nous avons sur ce qu'on fait de l'œuvre. Et donc, en fait, moi, je pense qu'on peut très bien se libérer de ce débat en ne pas s'intéresser à la vie ni des auteurs, ni des entrepreneurs, ni de ceux à qui on a attribué du génie créateur. Donc, je pense que... c'est peut-être quand on est ado, et d'ailleurs la culture de posters de personnes dans les chambres aussi, c'est une culture années 80-90 et elle diminue aussi. Mais aujourd'hui, il y a quand même les réseaux sociaux qui contribuent à cette aura aussi, j'ai l'impression, parce que pour le coup, on incite aussi les artistes à beaucoup se raconter. Intimement. Mais je pense que parce que c'était un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on pense que les gens, ils ont besoin d'idoles, et ils ont besoin de croyances, et qu'ils ont besoin... Alors qu'en fait, je pense que c'est tout à fait historique et culturel. Il faut peut-être déconstruire le mythe de cette aura, et que, en déconstruisant la création et en la renvoyant à un métier,
Et moi, je pense que ça n'enlève pas la beauté. Parce que à chaque fois que j'amène des arguments semblables, me disent oui, mais bon, le mystère et la beauté. Je dis, mais en fait, les artistes, dans leur grande majorité, c'est des personnes qui mènent des vies extrêmement stables. Dans leur grande majorité, et même ceux historiquement à qui on associe un peu le mythe romantique de la misère psychologique, ils sont issus de très bonnes familles. Ils ont souvent des partenaires stables. Donc en fait, et on va faire ce qu'on appelle un peu un biais de survivant. On va raconter certaines histoires de personnes qui ont eu des parcours très difficiles. Et on va en fait en tirer une conclusion générale sur le monde. En fait, les artistes sont issus souvent de milieux très stables. Cette stabilité, elle résonne vachement avec ton parcours, Vincent. En fait, toi, tu dis qu'en fait, en évoluant dans ce métier, donc on dit frontières floues entre la vie pro, la vie perso, il y a de l'alcool partout, etc. Mais toi, pour le coup, c'est ce qui t'a imposé un cadre et donc de pas de débordement. Tu bois pas d'alcool quand tu taffes, tu prends pas de drogue quand tu taffes. C'est comme un garde-fou pour toi, en fait, ce métier. Donc ça résonne vachement avec ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça qu'au final, je trouve que demander aux artistes de servir, on va dire, d'exemple... C'est lourd. Bah, c'est lourd. Et puis surtout, en fait, je trouve que c'est un peu dédouaner tous les autres acteurs de ce milieu-là de la responsabilité de devoir faire quelque chose sur un sujet clairement problématique. Moi, par exemple, en tant que responsable de la safety, je peux pas me permettre de pas être safe. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis face à quelqu'un qui est pas bien, faut que je sois bien. Parce que la personne, elle a besoin d'être rassurée. Et le seul moyen d'être rassuré, c'est moi-même d'être rassurant, donc de savoir où j'en suis, etc. Si moi-même, c'est la panique, c'est difficile de rassurer, alors que moi-même, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi. C'est clair, bien sûr. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont capables de le faire, de faire abstraction, de se dissocier, de se dire, genre, je mets ma panique dans une boîte et je vais être là. Mais c'est vrai que moi, je pense que j'ai eu cette chance de travailler dans un milieu très sain, où la plupart des artistes, justement, dans mon milieu, parce que souvent les personnes font plusieurs choses, c'est-à-dire un peu comme toi, tu peux l'être, c'est-à-dire militant et en même temps artiste, ou organisatrice d'événements et artiste en même temps. Et j'ai eu la chance d'être entouré de personnes qui étaient très bienveillantes, soucieuses de ces questions-là, et que un peu à tous les niveaux de l'organisation, c'est-à-dire que ce soit en tant qu'artiste, quand tu es derrière les platines ou sur la scène, aussi derrière le bar, quand tu es barman, tu n'es pas en école d'alcoolisme, donc en fait il faut faire hyper attention, et chacun et chacune a un peu, même si c'est utilisé différemment, mais il y a un peu on fait attention à comment à son voisin, quoi. C'est-à-dire, on fait tous partie d'un même milieu. On travaille tous dans un objectif commun qui est de créer des moments merveilleux. Et ces moments merveilleux, ils se font avec la conscience de ce qu'on est en train de faire. Et pour être conscient de ce qu'on est en train de faire, il faut faire très attention à ce qu'on consomme, parce que il faut pouvoir s'entraider, répondre à l'urgence, etc. Mais est-ce que c'est vrai partout ? Est-ce que tu as observé des débordements non, je pense que c'est pas vrai ailleurs partout. Dans les salles ? Je pense que c'est pas vrai partout. Je pense qu'il y a toujours un mélange. C'est-à-dire il y a des personnes, comme on disait au début, c'est-à-dire chacun et chacune est à un différent moment dans sa vie. Donc c'est pas vrai. Enfin, toutes les équipes ne sont pas parfaitement saines, puisque une équipe est constituée d'individus qui eux-mêmes sont à différents moments de leur consommation et de leur rapport à ça et de leur bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Et je pense qu'il y a des milieux dans lesquels c'est plus dur. Je pense que, par exemple, dans le milieu de la nuit, c'est très dur. C'est très dur, au-delà même de la présence du produit qui, en fait, est pareil dans le milieu du concert. Enfin, en fait, dans le milieu du concert, il y a aussi, de l'alcool partout. Enfin, voilà. J'ai presque l'impression que, en plus, comme il y a moins d'infos, c'est plus tabou, du coup, les gens mesurent aussi un peu moins les risques. Il y a aussi un truc, c'est que c'est très ponctuel, le concert. Oui. Donc, il y a un peu un biais de, comme c'est, on va dire, pendant 6 heures,
c'est OK, Ouais. pendant 6 heures. Donc, Ouais. en fait, et à la fin des 6 heures, c'est fini. Oui. Le truc, c'est qu'en club, faut encaisser, quoi. En fait, quand tu fais 3 nuits jusqu'à 8 dus, Ouais. il y a un moment, forcément, Ouais. où ton corps, il te rappelle Ok. que, en fait, si tu commences à passer des limites, soit tu vas à fond, mais dans ce cas-là, c'est, en fait... Faut que ça dure enfin, 3 jours, quoi. faut que ça dure... Non, mais même au sens, c'est-à-dire ton corps, Ah ouais. c'est ton temps est compté, quoi, parce Bien qu'il y a sûr. un moment, forcément, tu vas te faire rattraper par tes limites physiologiques. Et c'est pour ça que tu vas prendre d'autres substances pour tenir. Tu vas prendre d'autres Ouais, substances, c'est ce mais qu'on disait même tout en à l'heure. consommant d'autres substances, en fait, ton corps, à un moment, il va te dire... Oui, oui. Stop, dire merde, quoi. Ah ouais. Soit, en fait, tu te dis, là, il faut que je sois hyper attentif à, dès le début, mettre une limite Ouais. et à faire en sorte qu'autour de moi, chacun prenne conscience de la limite, parce que il va falloir... Demain, c'est rebelote jusqu'à 6 heures. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est différent aussi des artistes. Moi, avant, je travaillais pour les artistes et maintenant, je travaille en manager de club. Ouais. Quand tu es artiste, mine de rien, il y a quand même un avantage. C'est que si tu veux venir faire 2 heures et partir, tu peux. Même si c'est pas forcément ce que tu veux faire. Il y a un moment, beaucoup d'artistes DJ font ça pour arrêter d'être dans un flux constant de soirée. Ouais. Ils viennent, ils jouent de 2 à 4. Oui. Ils viennent, Et ils font de repartent. 2 à 4 et ils repartent. Ouais. Et ils vont dormir. Quand tu es manager ou quand tu es barman de club, tu es de 23h Ah à ouais. 8h du matin et tu n'as pas le choix. This is your job, en fait. Ouais. Donc là, la question Est-ce que c'est plus dur de se questionner du coup sur sa consommation quand c'est c'est beaucoup plus dur de se questionner quand Quand ça dure si longtemps. quand ouais. ça dure si et longtemps, que c'est omniprésent autour de toi? et que en plus de ça, tu sais que ça peut être c'est un faux ami, mais qui existe. Et comme tu dis, il y a des moments où tu sais que tu te fais du mal en étant complètement conscient que tu le fais, mais il y a un moment où tu te dis, est-ce que c'est, même si je me fais du mal, est-ce que c'est pas le moyen le plus rapide d'arriver à la fin de ma mission? Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est très important, et c'est pour ça aussi que j'en parle ici. C'est très important au sein des équipes de se dire, en fait, il faut en parler, quoi. Tout le temps en parler. Complètement. Parce que c'est quand on n'en parle pas qu'on considère que c'est normal, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas en parlant qu'on considère que c'est normal, c'est en parlant pas. Et quand on doit maintenir une atmosphère saine au sein d'équipes qui, en vrai, on fait la guerre ensemble. Hein. Enfin, vraiment, bien quand sûr. tu fais quasiment 24 heures de nuit dans un week-end, Ouais. il faut... Voilà, on est allé au front, il faut en parler, etc. Je pense que c'est hyper important de déresponsabiliser aussi chacune, de dire, OK, peut-être que à cet instant T, là, tu as pu en avoir besoin, it's fine. Mais sache que c'est important aussi qu'on en parle pour que peut-être que la fois d'après, T'en as peut-être pas besoin. t'en aies pas besoin, ou si, genre là, tu as besoin d'un break d'un week-end, tu prends ton break, il n'y a C'est pas ça, de question. d'aménager en fait, quelque part, parce que les D'aménager, conditions de travail sont des facteurs immenses de vulnérabilité. Bien sûr. À ces moments-là, horaires décalés, c'est hyper intense, t'es dans le bruit tout le temps, t'es tout le temps en interaction avec des gens, enfin c'est fatigant aussi, ta batterie sociale des fois elle tient pas, t'as besoin de produits pour pouvoir être là encore, présent, rester éveillé aussi, enfin Complètement. c'est Et pour être la personne qu'on attend de toi. Est-ce complètement. que ça te challenge Ah oui, de au ouf. quotidien? Ah ouais, de ouf. Je pense que... Alors, c'est mon avis, mais pour moi, l'addiction... Moi, malheureusement, autour de moi, j'ai des personnes plus âgées que moi dans ma famille qui ont été alcooliques. Et je dis qui ont été, mais c'est un leurre, qui le sont. Et en fait, l'addiction, pour moi, c'est toute ta vie que tu te la trimbales. En fait, à partir du moment où tu as faussé ton rapport à quelque chose, comme tu l'as dit, tu as... par rapport à la définition, tu as arrêté de pouvoir te soustraire. En fait, tu as arrêté de pouvoir te soustraire. C'est fini. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de ta vie, il va falloir que tu te poses la question. Donc, oui, évidemment que c'est challengeant. C'est-à-dire, en fait, même si, là, je vais être assez direct, mais en fait, tous les soirs, tu jettes les dés. Tous les soirs, tu vois, en fait, parce que tu es au contact de personnes. En fait, quand tu fais de la safety, tu poses intimement la question de ton rapport avec ça. T'es avec un miroir et qui te dit t'en es où Bien sûr. tous les soirs. Parce que quand tu dois rassurer quelqu'un, est-ce qu'au final, tu n'essayes pas de te rassurer Oui, toi-même? mais C'est toute la question oui, qui mais est par ça, rapport c'est à ça. fou, en effet. Et en tant que responsable de la safety, vers qui tu diriges, vers quel professionnel tu diriges? Et aussi, j'avais une autre question qui recoupe. Est-ce qu'il y a des responsables de la safety dans tous les clubs? Alors, si des responsables de la safety, on n'a pas dans tous les clubs. C'est quelque chose qui se démocratise parce qu'il y a aussi une impulsion des pouvoirs publics
n'a d'impulsion que parce qu'il y a des personnes dans le milieu qui donnent cette impulsion. Oui. On pense plein de collectifs comme Réinventer la nuit, même, voilà, shout out à elle, qui sonnent l'alarme. Donc il y a des mesures, mais c'est quand même très parisien, en vrai. Okay. Même s'il y a plein de collectifs aussi ailleurs, des collectifs bénévoles, des associations qui proposent leurs services d'intervention dans des milieux festifs. Le fait que pour les clubs, de débloquer des budgets pour payer des personnes qui soient responsables de la safety, c'est quand même pour l'instant assez parisiano-centré parce que la mairie de Paris subventionne. D'accord. Et c'est très bien. Hein, Ouais, carrément. La partie nationale, que ça rayonne, exactement. Le fait que ça rayonne, ça dépend en ce moment beaucoup du tissu associatif. Et moi, à titre personnel, quand je parle à des gens en tant que responsable safety, déjà, je demande à leurs amis d'être présents, et dans un sens, même si c'est pas le discours que j'ai, d'être témoin de ce qui est en train de se passer. Oui. Parce que c'est sans doute d'elle que viendra l'impulsion. Et après, y a toutes les associations de prévention, de réduction des risques, qui, elles, simplement ont un discours plutôt d'information. Et après, il y a les professionnels de santé. Et comme on l'a évoqué beaucoup, la prise de drogue, elle est très liée à ton état, à ce que tu as envie d'être ou de ne pas être. Malheureusement, c'est beaucoup aller voir un professionnel de santé psychologique. Quoi. Et donc, si on sent que c'est vraiment un problème, si on sent qu'il y a vraiment de la culpabilité, c'est que cette culpabilité, elle vient en général d'un non-amour de soi. Et donc là, c'est simplement de réfléchir à pourquoi tu fais l'usage. Et si tu dois chercher le pourquoi, c'est en général vers un professionnel, soit psycho, soit psycha. Selon ce que tu recherches et là où tu en es. Mais c'est surtout ça. Et moi, j'ai dit, parlez-en avec une personne tiers. Cette personne-là, elle va sans doute vous aider à savoir pourquoi vous en voulez autant. Et c'est drôle parce que effectivement, l'État commence peut-être à prendre un peu en charge les mairies, etc. Mais il y a un peu une forme d'hypocrisie. On en parlait un peu en off tout à l'heure, mais il y a des chartes qui commencent à naître, etc. Et pour autant... l'objectif d'un club, d'une salle de concert, là où le chiffre se fait, c'est sur l'alcool. Et comment est-ce qu'on peut faire face à ça? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on est dans une impasse. Ouais. On est clairement dans une impasse. C'est un peu comme la réduction des risques. Tant il y a ce truc de... nous, on peut avoir un discours. Nous, par exemple, la S1, on essaie d'avoir un discours dès la porte d'entrée, de responsabiliser le club et les gens, en disant, on sait que ça arrive. On est un lieu de nuit, on est un lieu festif, on sait que ça arrive, donc on vous demande individuellement d'être des actrices de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, consommer, que ce soit alcool ou autre, avec parcimonie et bon escient, parce que c'est de vous que dépend tout l'aventure d'une soirée. Mais le truc, c'est que admettre qu'il y en a, c'est se mettre en porte-à-faux vis-à-vis des autorités. Et en même temps, les autorités elles-mêmes nous disent c'est mieux de faire de la réduction des risques que pas du tout, parce que parce qu'en France, on est responsable de ce qui se passe dedans, mais aussi de ce qui se passe dehors. C'est-à-dire que si quelqu'un boit jusqu'à l'ivresse, bref. Ce qui n'arrive jamais. Non, mais ce qui n'arrive jamais, mais en plus de ça, évidemment que ça n'arrive jamais. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que si la personne, par exemple, si un homme ou une femme sort du club et agresse quelqu'un dans la rue, sous l'emprise de l'alcool, qu'il est pris en charge par la police et que la police constate qu'il est en état d'ébriété et qui dit c'est à S1 qu'on m'a servi jusqu'à l'ivresse, c'est S1 qui sera pris à partie. Si la personne, par exemple, consomme des produits à S1, il va falloir prouver, ça c'est hyper compliqué, mais la responsabilité du club, c'est on va presque devoir prouver que la personne a consommé avant de rentrer dans le club. Ah oui, d'accord, oui. Et comment vous faites ça? Et c'est impossible, en fait. Et c'est tout ça, c'est cette espèce d'ambivalence entre le fait de devoir assurer la sécurité de son public et en même temps de se dire, mais en fait, c'est très compliqué de le faire, eu égard au pouvoir, au non-pouvoir de police qu'on a aussi en tant que club de sécurité, etc. Et pour répondre à ton autre question sur l'aspect économique, sur l'alcool, aujourd'hui, c'est un truc qui est très important de dire, les milieux festifs sont dans un système économique qui est
hyper tendu, au sens où tous les prix sont plafonds et les recettes, en fait, le prix d'une place, il a un prix psychologique. On ne peut pas faire le prix d'une place au-delà d'un certain niveau. C'est-à-dire que on ne va jamais payer une place en club 50 €. On va jamais payer, et on pourrait aussi dire pour la bière, on va jamais payer une pinte de 20 balles. Parce que psychologiquement, on se dit, mais attends, c'est pas possible, quoi. Mais du coup, pour payer les artistes, si on veut se passer du bar, c'est-à-dire que le prix de ton entrée doit compenser le prix du bar, en se disant qu'on va peut-être pas faire de bar. Parce que si on compense le prix du bar, le prix de ton entrée, il est pas de 20 €. Hein. Oui, il est de 80 €. Ouais, j'allais dire. Le truc, c'est que c'est un cercle vicieux où tout dépend de tout. Enfin, le prix de l'entrée, il supporte, on va dire, je sais pas, 40% et le bar 60%. Donc, si on veut faire compenser les 60 sur les 40, il explose. Et là, ça pose d'autres questions d'accessibilité aussi à ton club. Qui peut se permettre de payer 80 €? Ça, c'est clair. C'est censé être un lieu refuge aussi, un peu plus démocratique, où on se lâche un peu. Et en fait, on est bloqué. En fait, tant qu'on n'arrivera pas à trouver un autre système économique où on vend autre chose, mais qu'est-ce qu'on vend Développer une offre sans alcool? Ouais, est-ce que ça... En fait, non, mais il y a une offre sans alcool, mais il y a dans notre club, en plus, on a la chance d'avoir un directeur DA, directeur artistique, qui ne consomme plus d'alcool. Donc pour lui, c'était hyper important qu'il y ait une offre sans alcool, puisqu'il se sent représentant des personnes qui ne consomment pas. Mais en fait, encore une fois, ton prix il est psychologique. C'est-à-dire que une limonade, tu peux pas la faire à 15 €, quoi. C'est pas possible. Donc, tout est une question économique, de marge, de trucs, de machin. Et comme les subventions tendent c'est peau de chagrin, hein, aujourd'hui, la culture, on subit très très fort, que ce soit dans le milieu de la nuit ou dans les salles de musique actuelles. Et toutes les charges augmentent. C'est ça. Et puis les gens, indirectement, l'État coupe la fête. Coupe le rassemblement, coupe les rassemblements festifs. Et ça devient extrêmement compliqué aujourd'hui de trouver des soupapes aussi pour faire face. Parce que moi, par exemple, je prends pas de drogue, je bois pas d'alcool, mais je sais que j'ai besoin de me retrouver aussi dans ces milieux-là, dans ces moments-là, pour la joie que ça procure. Enfin, à un moment donné, de pouvoir me lâcher par, procuration. Enfin, moi, en fait, j'ai une personnalité qui absorbe. Si les gens se lâchent complètement, etc., moi, j'ai pas besoin de substance, mais je suis lâchée aussi. Mais si on ne permet même plus à ces endroits d'exister, comment on fait, en fait? Il y a un truc aussi que je voulais aborder très rapidement, et pour se rendre compte à quel point c'est quand même assez important comme sujet, c'est que, par exemple, un lieu qui accueille un collectif, il va lui demander, il consomme comment ton public? Mais non. Oui, complètement. C'est un réel enjeu. Ça devient, c'est tellement omniprésent que ça devient une vraie question de stratégie économique. C'est-à-dire, en fait, ton public, il a quel âge? Est-ce qu'il a un pouvoir économique? Est-ce qu'il va plus consommer? Est-ce qu'il consomme de la drogue? Est-ce qu'il consomme pas de drogue? Parce que les soirs où on consomme de la drogue, on fait pas de bar. Donc en fait, c'est tout. En fait, c'est une strate qui se fait parce qu'on dit dans les milieux festifs qu'il y a de la drogue, mais en fait, la drogue, ça peut même être un ennemi du modèle économique. Parce que quand tu consommes de la drogue, tu consommes pas d'alcool. Donc comme on est voilà, vous voyez ce que j'ai fait la différence entre l'alcool et la drogue comme si c'était deux choses différentes, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, on est dans un milieu de musique électronique, mais en fait, si notre public il est très consommateur de produits stupes, il va moins consommer au bar. Donc on va devoir compenser avec des soirées où il y a moins de consommation de stupes pour faire plus de bars, pour arriver à l'équilibre économique. On en est là, quoi. Fou. Et c'est pour ça que dans des plus gros lieux, dans des lieux énormes où il y a un enjeu, où les profits peuvent être gros, mais les pertes sont massives les jours où il n'y a pas de conso au bar. Là, si jamais on fait une soirée, imaginons, il y a un artiste qui vient, il ramène un public de soirée où les gens consomment des produits. La salle est pleine. La salle est pleine et on perd de l'argent. Parce que les gens ne consomment pas au bar. Donc c'est tout un truc de strat. Et ça, c'est hyper intéressant de s'en rendre compte. C'est important de le dire,
Et ça, c'est un truc qui est, je pense que c'est hyper important de se rendre compte, surtout quand les gens disent ah, mais les clubs, ils font énormément d'argent parce qu'ils sont toujours pleins. C'est beaucoup plus J'imagine vos meetings, tu vois. Là, lui, c'est un artiste stup. Oui, non, mais c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que ça fait partie des conversations et il faut en parler parce qu'en fait, c'est tout le modèle économique qui est en jeu. Bien sûr. Et derrière, c'est notre capacité ou non de payer le staff et des artistes qui eux-mêmes, en fait, eux, sont... Parce que l'artiste lui-même, il n'a pas envie... C'est-à-dire, on n'a pas le public, malheureusement, ou heureusement, on n'a pas le public qu'on mérite. C'est-à-dire que l'artiste qui joue de la techno, ça se trouve, il ne consomme pas lui-même. Il ramène un public qui... Et du coup, il faut que... Et là, on va demander à l'artiste d'être plus ou moins conscient du public qu'il ramène. C'est une ineptie, Parce que économiquement, on a besoin de le savoir. Mais moi, j'avais une question aussi. On parle beaucoup du milieu de la nuit et des musiques électroniques. Est-ce que vous observez la même chose ailleurs, dans des SMAC musique à pop, l'époque où t'accompagnais des... Non, en vrai, l'alcool, oui. Okay. L'alcool, c'est omniprésent partout. D'accord. C'est peut-être le seul, peut-être pas le seul avec la restauration, mais qui est, finalement, hôtellerie, restauration, bar, c'est quand même on va vers le milieu de l'événementiel, où c'est considéré comme acceptable de consommer pendant son shift de taf. Ce qui serait beaucoup plus bizarre si là, par exemple, derrière nous, dans le studio, tout le monde avait une bière sur la table. Ce serait très bizarre. Ce serait considéré comme socialement inacceptable. Tout à fait. Alors que dans le milieu professionnel de la musique, un technicien ou une technicienne, son, lumière, ou même un agent qui arrive et qui se prend une bière, on ne va jamais lui reprocher. Tant qu'il est, entre guillemets, capable de faire son métier, on va considérer que c'est OK. Par contre, sur la drogue dure, sur les produits stupéfiants chimiques, là, par contre, c'est très, très quand même lié au milieu de l'événementiel, qui est moins du spectacle vivant, mais plus de la musique live. C'est très lié au milieu de la musique de manière générale. Et Sama, par rapport aux études que tu as pu faire, etc., est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui, justement, sont dans des situations délicates, soit des professionnels à aller voir, soit des organismes que tu connais, ou alors vraiment des routines, même pour le tout venant, la toute venante, pour mettre en place des choses? Moi, je n'ai pas grand-chose à conseiller aux individus. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut voir des professionnels. Même moi, responsabiliser le cercle amical, je trouve ça aussi lourd. Alors après, dans ton cas, toi, tu sais de quoi tu parles. Mais il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui vient nous dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, alors qu'en fait, on a l'impression d'être en relation intime avec la substance. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut rapprocher des fois ça d'une relation toxique avec une personne. Et là, les amis qui nous donnent leur avis. Et on commence à vouloir nous éloigner de ces amis parce qu'ils nous posent un obstacle à la chose que nous désirons. Donc souvent aussi, comprendre ces mécanismes, d'ailleurs, peut-être que ça, c'est un droit. Je pense que c'est un droit de comprendre très tôt dans la vie ce que fait la substance. Parce que quand on nous parle de la substance, on parle souvent des aspects très négatifs au corps. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans la sensibilisation, qui est en fait la destruction de ce que tu évoques. Ça veut dire notre dignité sociale. Et il faut aussi faire quasiment une bataille culturelle contre le glamour qui est associé aux drogues pour faire quelque chose qui vient renvoyer à comment le statut et comment on peut être humilié dans notre corps. Et c'est ce que Claire Touzard fait très bien. Ça veut dire qu'elle analyse un peu l'image que nous donnons à ces jeunes qui sautent dans une fête, comparée à comment ils vont finir le lendemain, ou en fait, la vraie image de l'alcoolisme ou la vraie image de la consommation de drogue. Ça, je pense que c'est utile à rajouter à la sensibilisation qui paraît souvent comme étant quelque chose d'étatique et de parental, alors qu'en fait, qu'il faut parler justement de cet aspect de l'image sociale. Après, à partir de là, moi, je pense que tout le travail est un travail structurel et qui n'est pas du tout lié à ce que vivent les individus. Mais après, il ne faut pas oublier que nous sommes une espèce
créative un peu lentement, mais on finit toujours par trouver... Enfin, on se dit, oui, mais comment on fera la fête sans ? Mais en fait, il y a déjà aujourd'hui des cultures qui ne consomment pas d'alcool et qui ne consomment pas de drogue et qui rentrent dans des transes juste incroyables. Je pense à Kulthum, par exemple, qui, si vous écoutez des concerts de Kulthum qui duraient des heures et les gens qui criaient de transe alors qu'en fait, il n'y a pas de substance dans la salle. Donc, en fait, je crois aussi que ça va aller très vite dans le domaine des substances, même. Ça veut dire que là, il y a la kétamine, mais je pense qu'il y a aussi toujours de la recherche. Il faut aussi peut-être que je parle de l'espoir qu'on peut accorder aux thérapies psychédéliques, parce que c'est très intéressant aussi, sachant que les antidépresseurs, les anxiolytiques sont extrêmement sales comme substances. Ça ne veut pas dire qu'il faut les lâcher, parce que la recherche avance, mais qu'il y a un moment où peut-être qu'il y aura une alliance équilibrée entre surtout la recherche du soin psychologique dans la drogue, hein, et là je ne parle pas du milieu de la fête, mais je parle des exutoires, il y a un moment donné où on va comprendre un peu mieux qu'est-ce que font les substances au cerveau, et peut-être qu'on ira vers des thérapies intéressantes aussi, qui se font expérimenter un tout petit peu en Belgique, un tout petit peu en Suisse aujourd'hui dans un cadre très biomédical, mais c'est un peu le futur de la thérapie aussi. Et donc voilà, donc je pense que on voit un peu les choses d'une manière... Alors, je comprends très bien les contraintes que vous avez dans votre secteur, mais les choses changent et les cultures changent, et peut-être que le milieu de la nuit ne sera plus là. Ça veut dire que le concept de la discothèque, c'est aussi un concept qui n'est pas très vieux dans notre histoire, et qu'avant, les fêtes, on les faisait dans quelque chose qui est multigénérationnel, et que, voilà, donc je pense qu'il y a des choses qu'on imagine comme si on ne saura pas quoi faire sans, mais que notre espèce, elle est quand même assez créative. Mais je pense qu'effectivement, on vit peut-être les dernières heures, et on en parlait avec d'autres gens du milieu, on vit peut-être les dernières heures de ce qu'a été le club, tel qu'on l'a imaginé. Et c'est aussi pour ça que ça n'a même pas 100 ans aussi, si on... Ah mais bien sûr, ça a 50 ans, même pas. C'est-à-dire la fin des années, on va dire c'est 60-70, vraiment l'explosion de ce qu'on a appelé des espaces consacrés avec une programmation où on paye son entrée, où il y a une sélection à l'entrée, où du coup il y a des codes qui s'associent et qui se créent au fur et à mesure. Donc en fait voilà, ça fait 60-70 ans. Mais je pense que peut-être on vit... si on choisit de faire la fête sans, si on choisit de changer le modèle économique, on vivra certainement les dernières heures du club tel qu'on l'a connu. Et c'est peut-être très bien comme ça. Vraiment. Moi, je suis très content parce que c'est ma vie. J'ai commencé là-dedans. Je suis très content d'avoir participé à ce qu'est le clubbing en tant qu'espace de liberté. Parce que pour moi, malheureusement, aujourd'hui, c'est un des derniers espaces où on voit des gens vivre en fermant les yeux et en se retrouvant, même s'il y a le fait de payer une entrée, etc., et que c'est un milieu social. C'est un des derniers endroits, un des derniers bastions, je trouve, où quand on dit aux gens pas de téléphone, ils sont en mode mais trop bien, quoi. Et ça fait vraiment du bien. Et peut-être ça qui est intéressant, c'est de dire pourquoi on a autant besoin. Si ce n'est la violence de la vie de tous les jours, la violence du monde du travail, la violence des relations intimes et l'absence de possibilité de vivre intensément en dehors de ces moments. C'est-à-dire finalement aussi, c'est le système qui génère le besoin légitime finalement d'aller dans ces espaces. Mais justement, après là, on monte un cran plus loin, c'est-à-dire de réfléchir tout le système qui fait que nous vivons des vies fatigantes, qui demandent d'être en contrôle et en performance, qui nous donne envie de le perdre et de peut-être aussi de se mettre dans des états dans lesquels on n'est pas pris au sérieux et peut-être même humilié parce qu'on passe notre vie à chercher l'inverse. Donc c'est aussi la réflexion qui dépasse. Mais je pense que malheureusement, eu égard à ce qui est... Moi, je suis plutôt confiant dans l'être humain. Mais eu égard aux chiffres que vous donnez là sur la consommation, etc., même si moi, c'est des chiffres que je prends vraiment avec des pincettes parce que franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait un tel changement. Aujourd'hui, on vit quand même une époque
très difficile et très nos futurs. Et c'est un retour un peu à quelque chose qu'il y avait il y a 30 ans. On a eu, à la fin des 30 Glorieuses, où on a des guerres au Moyen-Orient, le cycle reprend quand même beaucoup. On a très peur, en fait, on a une perte de sens. Et c'est vrai que cette perte de sens et cette fuite vers une forme d'absurde et de vivre avec des œillères, parce que si on regarde vraiment ce qui est en train de se passer, c'est un truc à flipper, fait que, par exemple, paradoxalement, il y a beaucoup de clubs qui ont fermé là depuis 40 ans, mais là, il y a beaucoup de clubs qui ouvrent. Oui. Oui, après, il faut que ça soit une joie militante. Ça veut dire que c'est pas des œillères, c'est comme des escales que nous prenons pour faire la fête, se ressourcer. Oui. Mais pas pour fuir. Pas pour fuir. Et justement, et c'est ça que je suis très ambivalent en ce moment, c'est qu'il y a un peu ce truc de, justement, on pourrait dire, si on a confiance au fait qu'on est capable de trouver des modèles qui évoluent, on vit peut-être nos dernières heures du club tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais par la conjoncture actuelle, peut-être que par la violence de la société dans laquelle on est, on va assister à une recrudescence de ce modèle économique, parce que comme tu l'expliques, les deux se nourrissent et on n'est que avec des milieux un peu plus hybrides, comme des... et on le constate aujourd'hui. des espaces de fête, mais aussi de réflexion. C'est la fête et la lutte. Et ça va extrêmement ensemble. Il y a pas et d'inclusion aussi. Exactement. Ce qui était le cas avant, en fait. La fête et la lutte étaient vachement liées. Et sortir justement, effectivement, du club tel qu'on l'a connu, qui se voulait inclusif, mais qui était aussi excluant. Parce que c'est le prix, le bouncer à l'entrée, etc. Et là, aujourd'hui, je pense que les gens ont toujours quand même besoin de se retrouver, mais à travers des valeurs, à travers, c'est ça, l'inclusivité. Et moi, je le sens beaucoup. Tous les collectifs qui poussent en ce moment sont dans cette mouvance. On a une dernière question pour vous, parce que l'emblème de ce podcast, c'est un pansement. Voilà. Et du coup, on aimerait bien vous demander de partager votre pansement à vous au quotidien. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer tous les jours à nos auditeuristes? Je pense que... Alors là, aujourd'hui, c'est le soleil. Non, au quotidien, je pense que c'est vraiment mon entourage, c'est vraiment mes amis. C'est la famille que je me suis choisie, qui me donne la force d'avancer. C'est aussi mes objectifs, de vouloir... mon pansement, on va dire, c'est de me rappeler... Et c'est la chance que j'ai d'avoir un objectif dans la vie et de me dire... je vais dans cette direction-là et confiance en toi. Ça, c'est mon pansement. Et sinon, c'est toutes les petites choses. C'est quand je mets mes écouteurs et qu'il y a le soleil, je me donne... ça me remplit. Et tous les jours, ça me remplit un peu et ça me fait beaucoup de bien. Merci. Moi, je vais copier exactement ce qu'il vient de dire, parce que c'est un peu aussi ça. Je n'ai rien de plus intéressant à rajouter. C'est les autres, c'est les amis, c'est mon fils aussi, de 8 ans, parce que l'enfance, qui me permet de retrouver la mienne aussi. Et si, du coup, ça me ramène à ces petites choses, parce que, en fait, l'enfant, il s'arrête dans la rue, il trouve ça très beau et tout ça. Et en fait, du coup, moi, ça me connecte à ça. Et quand je n'arrive plus à faire ça, je sais que je vais mal. Quand je n'arrive plus justement à dire que aujourd'hui il fait beau, je vais me poser un tout petit peu 5 minutes au soleil, tout ça, donc je me dis que je vais mal. Donc je pense, c'est revenir à une condition dans laquelle on se dit on est des mammifères et qui peut-être prennent un plaisir à prendre son café ou à manger, ou même au sein des pires moments de la vie, de trouver un temps dans lequel on s'oublie. Du réconfort. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Comme aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode a été enregistré dans les locaux du média Mademoiselle. Nous tenions à remercier toute l'équipe et tout particulièrement Inès Pollon et Delphine Baudouin. Un grand merci à nos partenaires, le CNM, l'ADAMI, Audience et la Mission Handicap et Tsugi Radio. Notre podcast n'existerait pas sans celles et ceux qui ont participé activement à sa création. Au montage, Baptiste Roger, et au mixage, Adam Carpels.
À l'identité graphique, Zoé Renard. À la gestion des partenariats, Héloïse Gauthier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des cœurs, des pouces partout et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.